Bonjour les amis, la vidéo qui suit a été enregistrée le 18 février, soit 6 jours avant le début de l'invasion de l'Ukraine. J'ai traîné pour son montage, mais elle a encore toute sa pertinence, même si je reconnais que certains commentaires méritent d'être affinés, ce que je ferai dans une prochaine vidéo consacrée à la guerre en Ukraine, événement largement pressenti dans ce qui suit. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaire. Je me prépare pour pouvoir faire des vidéos plus spontanées et fréquentes, pour être plus réactif dans mes réflexions, pour répondre à vos questions, infléchir mes positions et reconnaître mes erreurs le cas échéant. Dans ces temps troublés, où le monde est en pleine recomposition, c'est important de nourrir une réflexion prospective, sans tabou, centrée sur les questions climatiques, humanistes, dignes, respectueuses, qui fasse sens et attentive à ne pas rajouter aux blessures de toutes les populations plongées dans de terribles chaos. Bon visionnage et bonne écoute. Bonjour les amis, une actualité très agitée en ce début 2022 qui augure bien d'une année qui s'annonce intense et devrait marquer selon moi un tournant dans la réorganisation du leadership mondial. Je veux parler de la fin de la domination sans partage de l'Occident en général et des États-Unis en particulier. Une excellente chose pour le climat au regard de la difficulté actuelle de l'Occident à assumer sa juste part des responsabilités dans le réchauffement climatique et des États-Unis en particulier, toujours incapables de remettre en cause un mode de vie qui donne le plus mauvais des exemples au reste du monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir des années 70, les États-Unis se sont écartés d'une démocratie sociale pour se livrer au monde de l'argent roi qui a conduit à des dégâts humains inimaginables, et dans lequel ils entraînent derrière eux le reste du monde en général et les pays occidentaux en particulier. Nous verrons comment ce monde de l'argent a transformé la finance en un gigantesque casino aujourd'hui hors de contrôle. Nous verrons les conséquences pour la France, qui démantèle progressivement son modèle social pour garder sa compétitivité. Voir aussi comment le repli sur soi de l'Amérique, initié par Obama, les coups de pied dans la fourmilière de Donald Trump, la pandémie, ont déstabilisé une économie et un ordre mondial dominé par l'Occident et le leader états-unien, donnant à la Chine, la Russie, la Turquie, l'Afrique, l'occasion d'une affirmation plus forte qui obligera l'Occident à lâcher du lest. Voir enfin comment la probable invasion d'une partie de l'Ukraine par la Russie pourrait contribuer à faire de 2022 un moment clé, un tournant historique, prélude d'une redistribution du leadership mondial qui, je le pense, sera à terme une bonne occasion pour répondre aux enjeux climatiques. Aux États-Unis, en 1971, un avocat spécialiste du droit des sociétés, Lewis Powell, élabora une stratégie pour renverser les progrès de la démocratie sociale, qui, selon l'auteur, menaçait le système de libre entreprise et de profit. Il dénonce, dans un long mémorandum, une minorité agissante dont les voix les plus inquiétantes viennent des campus, des médias, des intellectuels, des arts et de la science, et qui défendent le socialisme, le communisme, forment une nouvelle gauche révolutionnaire qui veut détruire à la fois le système économique et le système politique. L'enjeu, dans son esprit, c'est la survie du système de libre entreprise et de ce qu'il représente pour la puissance et la prospérité de l'Amérique et la liberté de sa population. Si notre système doit survivre, défend Powell, les responsables d'entreprises doivent s'engager pour protéger et préserver le système lui-même. Il faut s'organiser et dégager des moyens pour reprendre la main. Les grandes entreprises contre-attaquées, le président Richard Nixon nomma Lewis Powell à la Cour suprême des États-Unis en 1971, ce qui lui permit de mettre en œuvre ses projets. Et en effet, sous ces encouragements, la Cour suprême ouvrit à l'argent des entreprises les vannes de la vie politique. Dans un arrêt de 1976, la Cour déclara anticonstitutionnelles les limites imposées aux dépenses de campagne des candidats. En 1978, un autre arrêt mettait fin aux limites des dépenses des entreprises dans la vie politique. La guerre pouvait commencer, le principal champ de bataille, c'est Washington, les troupes de choc, ce sont les armées de lobbyistes, des grands groupes
qui fourmillent au Congrès des États-Unis, dans les ministères du gouvernement fédéral et dans les agences de l'administration. Les munitions, ce sont les milliards de dollars dépensés chaque année dans le lobbying fédéral, 3,5 milliards en 2020, et dans les contributions aux campagnes électorales, 14 milliards de dollars pour les élections fédérales en 2020. Les propagandistes qui attisent la guerre de classe, ce sont les médias, concentrés entre quelques mains, notamment celle du multimilliardaire Rupert Murdoch. Et lorsque Ronald Reagan devint président en 1981, il reprit l'assaut de la Cour suprême contre le bien-être général en diminuant les impôts des riches, en lançant une attaque contre les syndicats et en démantelant la protection de l'environnement. Une trajectoire qui n'a toujours pas été inversée depuis. En 2010, enfin, la Cour suprême levait l'interdiction faite aux entreprises privées de financer des publicités et des actions en faveur ou en défaveur d'un candidat. En conséquence de quoi, les États-Unis ont divergé de l'Europe pour tout ce qui concerne l'égalité économique, le bien-être et la protection de l'environnement. Tandis que l'Europe, en général, suivait le chemin de la social-démocratie, les États-Unis empruntaient une voie balisée par la corruption politique, l'oligarchie, un fossé de plus en plus profond entre riches et pauvres, le mépris de l'environnement et le refus de limiter le changement climatique induit par l'homme. J'ai montré à ce sujet, dans une précédente vidéo, un extrait de l'excellent documentaire La démocratie du dollar, qui explique comment les frères Corr, milliardaires du charbon et du pétrole, ont pu à eux seuls en 2010 faire basculer le Parti républicain dans le climato-scepticisme, en menaçant de financer des concurrents lors des primaires pour tous les candidats qui accorderaient la moindre crédibilité aux thèses du réchauffement climatique. Ainsi, durant les 4 dernières décennies, la vie politique américaine est devenue un jeu fermé qui favorise les super riches et les groupes d'influence des grandes entreprises, aux dépens de l'immense majorité des citoyens. Et l'on retrouve des traces d'opérations marketing agressives, dotées de moyens financiers considérables, et qui incluent des dissimulations, des falsifications, des intimidations, des menaces, des manipulations de grande ampleur, des corruptions dans tous les enjeux sociétaux, source de profit des grandes entreprises. Que ce soit pour le tabac, les armes à feu, responsables quand même de 45 000 morts par an aux États-Unis, dont la moitié de suicides, que ce soit pour les industries d'extraction du pétrole et du charbon, informées des enjeux climatiques depuis les années 80, et même lorsqu'il s'agit d'organiser des coups d'État, de financer des guérillas, notamment en Amérique centrale et du Sud, pour défendre les intérêts des multinationales, on retrouve à chaque fois de grandes campagnes marketing organisées, de désinformation, d'instauration du doute, de fabrique du consentement. Une toute-puissance agressive, impérialiste de l'argent, qui après l'effondrement du bloc soviétique, qu'elle a largement soutenu, s'est convaincue de sa supériorité, de sa légitimité et de son bon droit à faire plier toute résistance. Pourtant, il faut comprendre que l'actuelle crise ukrainienne n'est que le retour de bâton de la façon dont les vautours de l'argent ont humilié la Russie en profitant de son état de faiblesse pour se jeter sur ses dépouilles, sans considération aucune pour des populations qui ont été plongées dans 10 années d'insécurité chaotique. Même résultat en interne aux États-Unis, où les clivages sociaux ont conduit à une épidémie de morts de désespoir, notamment par surdose médicamenteuse et suicide, à une baisse de l'espérance de vie avant même la pandémie due au Covid-19. On doit dire un mot de cette incroyable crise des opiacés qui a causé en 20 ans 500 000 morts d'overdose aux États-Unis, jusqu'à 72 000 morts pour la seule année 2017. La conséquence de politiques marketing agressives, de laboratoires pour la vente d'antidouleurs dont les effets addictifs ont été largement minimisés et dissimulés. Des laboratoires prêts aujourd'hui à payer 26 milliards de dollars pour solder les litiges dans une transaction judiciaire. Encore une petite merveille de la justice américaine qui permet aux responsables d'éviter à rendre des comptes personnels dans un procès, en acceptant des accords financiers, qui, comme il ne manque jamais de le rappeler, ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité ou d'acte répréhensible. 500 000 morts, je fais un énorme chèque, mais ça ne veut pas dire que je me sente responsable pour autant.
Voilà l'usage de la liberté qui est fait aux États-Unis. Il faut s'en souvenir et se méfier des intentions d'arrière-cour lorsque ce pays s'en fait le promoteur et le porte-drapeau partout dans le monde. Tournons-nous maintenant vers la finance. Là aussi, les effets du lobbying pour déréguler, pour promouvoir la totale liberté des marchés et pour intéresser les décideurs ont fait leur œuvre, surtout depuis la crise des subprimes de 2008, où la classe politique américaine a définitivement renoncé à sanctionner et reprendre le contrôle d'une finance cupide et avide, devenue de fait toute puissante, après ce qu'elle a appelé elle-même le casse du siècle. Et elle exerce depuis sans cesse un chantage aux dommages économiques et sociaux qu'entraînerait une crise boursière si les décisions des banques centrales n'étaient pas conformes à leurs attentes. Des banques centrales mondiales qui ont depuis cette date foulé aux pieds l'orthodoxie libérale en matière monétaire, en inondant la planète de liquidités et en maintenant des taux quasi nuls. Cet argent en surabondance et gratuit ne soutient malheureusement pas la croissance économique. Il alimente la spéculation en cherchant à en combattre les effets dévastateurs. Mais cela n'empêche pas que ce même monde financier dénonce le laxisme budgétaire des États, coupables selon eux de saper le retour à la croissance pour les années à venir. Alors même que parier sur les projets des entreprises en finançant leurs investissements leur paraissant trop risqué, ils préfèrent s'en donner à cœur joie en achetant des entreprises existantes, des actifs immobiliers, des tableaux de maître ou encore des crypto-monnaies, transformant le monde réel en vaste casino. À tel point qu'au cours des 20 premières années du XXIe siècle, la Fed a augmenté son bilan de 9 000 milliards de dollars. Et la dette nationale américaine a augmenté de 23 000 milliards de dollars. Presque tout ce pactole a été refilé à Wall Street, où il a fait grimper les cours des actions et des obligations. Rien que sur le marché actions, cela représente un gain de 24 000 milliards de dollars. Et si les cours des actions américaines devaient revenir aux normes des résultats attendus des entreprises, ils devraient, nous dit un chroniqueur financier, diminuer de 72%. Mais c'est au contraire le jackpot en 2021 qui a vu tomber les records des dividendes versés, 1460 milliards de dollars, des rachats d'actions, plus de 1500 milliards de dollars, et de l'activité des fonds de capital investissement à plus de 2000 milliards dans le monde. Malheureusement, ces résultats financiers records sont sans commune mesure avec la croissance des économies et des revenus. Cette économie de spéculation bénéficie à une minorité de privilégiés sans partage aucun, sinon pour alimenter de généreux financements des campagnes politiques et des groupes de pression qui contribuent à faire durer ce hold-up. Au contraire même, le délitement social s'accroît aux États-Unis où l'on assiste depuis quelques mois au retour des attaques de train. En Californie, des hordes de pilleurs fracturent des wagons de containers et dérobent tout ce qu'ils peuvent trouver. Que penser également du fait qu'au milieu de toute cette opulence, des gens sans moyens soient obligés d'aller faire de longues queues tôt le matin, d'accepter de prendre un ticket de tombola pour espérer faire partie de la fraction tirée au sort qui pourra ce jour-là accéder à des soins médicaux gratuits. Les gens sont de plus en plus désespérés, sans foi ni loi et dépendants, nous dit un chroniqueur. Ils ne comptent plus sur un travail décent qui pourrait leur permettre de gagner de l'argent et le phénomène des grandes démissions vient souligner le ras-le-bol des bullshit jobs. À la place, les gens recherchent de nouvelles opportunités de vol, d'arnaque et d'aide sociale. Mais nous dit-il, alors que les classes défavorisées commettent de petits délits, les classes supérieures, elles, optent plutôt pour le grand banditisme. Le 10 janvier, on a appris la démission de Richard Clarida, l'un des gouverneurs de la Fed. C'est la 3e démission ces derniers mois, dans un contexte où l'on découvre que les grands patrons de la Fed commettent des délits d'initiés depuis des années. En fait, le mot d'ordre politique mondial depuis 2008, sous couvert de soutenir l'économie, c'est de sauver la planète finance, quoi qu'il en coûte. Le sort des moins favorisés, la transition énergétique, l'éducation ou la santé attendront. Les États-Unis sont devenus un pays de riches, par les riches et pour les riches, réussissant à faire passer en 40 ans environ 1 milliard de dollars sur le marché actions pour chaque homme, femme et enfant appartenant à la tranche des 10% les plus riches, en refusant dans le même temps toute responsabilité politique pour les dommages climatiques
qu'ils imposent au reste du monde. Mais désormais, l'inflation vient menacer ce super hold-up et suscite le mécontentement des populations à la peine. Elle atteint 7,5% aux États-Unis, du jamais vu depuis les années 80, et devrait normalement entraîner une remontée des taux. Mais chaque fois que la Fed a laissé entendre qu'elle pourrait peut-être à un moment, sauf si elle change d'avis et que les eaux ne montent pas, réduire ses manœuvres, faire monter les taux, les marchés se mettent à trembler. Le chantage fonctionne à plein et à chaque fois, la Fed a lâché du lest. On en est là dans cette difficulté extrême pour revenir à une situation normale, avec aussi une question grandissante en suspens. L'État américain a accumulé 30 000 milliards de dollars de dettes, dont une grande partie est allée directement ou indirectement dans la poche des gens les plus riches du pays. Qui va payer cette dette? Comment? Voyez venir le truc? La grande escroquerie finale qui se rapproche? Pourriez-vous accepter un seul instant d'avoir vous à rembourser pour ce pillage organisé? Certains sentent l'indécence et le danger de la situation, et un groupe d'une centaine de personnes fortunées a exposé dans un courrier récent à ses homologues de l'élite économique mondiale un choix draconien, les impôts ou la fourche. Pour notre bien-être à tous, riches et pauvres, il est temps de faire face aux inégalités et de décider de taxer les riches, dit cette lettre. Montrez aux populations du monde que vous méritez leur confiance. Ils en demandent peut-être un peu beaucoup quand même. Mais quoi qu'il en soit, ce système est bien sur le fil du rasoir et il va falloir suivre ces évolutions au jour le jour. N'allons pas croire pour autant que ces indécentes extravagances se limitent aux États-Unis et vous aurez sans doute, en écoutant ce qui précède, reconnu bien des choses en action, aussi chez nous en France et dans le reste du monde occidental. C'est que, dans une économie de concurrence globalisée, les pressions sont énormes pour aller vers une convergence des pratiques, pour ne pas risquer de se marginaliser et de subir de lourdes conséquences en matière d'emploi et de pouvoir d'achat. Et le rouleau compresseur de l'économie américaine et du dollar est mobilisé depuis bien longtemps pour imposer au reste du monde cette loi de l'Amérique et le cortège de mythologie messianique qui l'accompagne, y compris d'ailleurs par un usage unilatéral et agressif de l'extraterritorialité du droit américain, qui sous couvert de lutter on ne peut plus légitimement contre la corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, a été utilisé comme arme de destruction dans la guerre économique qu'ils mènent contre le reste du monde, y compris contre leurs alliés traditionnels en Europe. Ainsi, pour avoir contourné des blocus décrétés seuls dans leur coin par les États-Unis à l'encontre de pays comme le Soudan, l'Iran ou Cuba, BNP Paribas a été contrainte à une amende record de 9 milliards de dollars. Bien d'autres banques, mais aussi de grands fleurons industriels européens, Siemens, Alstom, Total, Volkswagen, etc., se sont vus réclamer des milliards de dollars d'amende. Mais voilà, pour ne pas se voir exclure du marché américain et blacklisté d'un usage du dollar, on se soumet à l'ordre américain, on se soumet à la prétention de présidents médiocres, fantasques, convaincus de la mission divine des États-Unis, qui régulièrement décident du bien et du mal dans le monde et désignent quelques pays à la vindicte générale. Une prétention, nous allons le voir, aujourd'hui fragilisée, contestée, qui arrive à un moment de bascule. Et c'est une très bonne chose pour l'avenir du monde et pour les enjeux climatiques. Mais avant de regarder cela, petit coup d'œil sur les particularités françaises dans ce monde de concurrence et de compétition impitoyable. La France est sans doute le pays qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a le mieux réussi à construire une alliance politique délicate allant du Parti communiste à la droite républicaine. Et si cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, cela a donné la sécurité sociale, des formes de solidarité redistributive et un niveau de protection sociale unique en son genre. Malheureusement, aujourd'hui grandement entamé, fragilisé, menacé par la nécessité de converger vers les normes concurrentielles du libéralisme sauvage anglo-saxon triomphant. Les présidents Sarkozy, Hollande puis Macron ont largement taillé dans des services publics aujourd'hui complètement asphyxiés, qui sont devenus le lieu de graves souffrances professionnelles, de perte de sens, de burn-out, de suicide, de démission, et dont il n'existe
aucune volonté de remise à flot. Tout au plus, quelques miettes lâchées par-ci par-là pour éviter des naufrages trop voyants et dérangeants. Et ce n'est sans doute que grâce au mouvement de colère populaire type gilet jaune que tout cela n'a pas encore été complètement démantelé, dépecé pour satisfaire les appétits de Wall Street. Pourtant, même du côté de l'Amérique, on remarque que la France, qui selon leurs normes aurait dû être un cas désespéré avec ses énormes dépenses sociales, ses impôts élevés et sa législation économique envahissante, eh bien au fond, elle s'en sort plutôt bien. Et si, comme le reconnaît Paul Krugman, son produit intérieur brut par tête est inférieur d'un quart à celui des États-Unis, cela reflète essentiellement des départs à la retraite plus précoces et surtout un temps de travail plus court. Les Français prennent vraiment des vacances et le temps de vivre, contrairement aux Américains. C'est-à-dire que ce PIB traduit essentiellement un choix plutôt qu'un problème. Et qu'à l'heure où aux États-Unis, les républicains qualifient de socialisme destructeur toute entreprise visant à réduire les inégalités, il est bon de savoir que l'économie française, qui n'est pas socialiste, mais est bien plus proche du socialisme que tout ce que les démocrates peuvent proposer, se porte plutôt bien. Mais nous voilà cependant en France pris dans une course de vitesse. Qui le premier chutera d'un ordre économique et financier prédateur et terriblement inégalitaire, à bout de souffle mais d'autant plus agressif, ou des maigres restes de nos services publics? Voilà longtemps que la société française est tirée vers un désastre social à l'américaine que seule la chute de Wall Street pourrait interrompre. Et cette année 2022 présente tous les indices de la crise majeure qui pourrait enfin rebattre les cartes. Évoquons d'abord le retrait progressif du rôle de gendarme du monde des Américains depuis Obama, qui a facilité le développement tout aussi progressif d'un interventionnisme russe, turc, au Moyen-Orient d'abord, mais aussi en Libye et maintenant au Sahel, rebattant les cartes des alliances traditionnelles avec les anciennes puissances coloniales. La Chine également montre ses muscles, reprend Hong Kong en main, investit massivement dans ses nouvelles routes de la soie, s'installe militairement en mer de Chine méridionale et à Djibouti, augmente la pression sur Taïwan dans un contexte de guerre économique déclenché par Donald Trump. C'est aussi le développement de guerres hybrides d'un nouveau genre, facilité par la multiplication d'outils numériques et technologiques accessibles au plus grand nombre. Piratage informatique, réseaux sociaux, surveillance, écoute téléphonique, espionnage, divulgation d'informations, drones et robots en tout genre, armes intelligentes, missiles hypersoniques, jusqu'au déploiement de groupes de mercenaires privés. Tout va très vite qui vient bouleverser les outils traditionnels de domination militaire des grandes nations. La pandémie aussi, qui en coupant net, même temporairement, des circuits logistiques, des flux de circulation et d'approvisionnement intenses et bien rodés, a contribué à désorganiser pour longtemps le bel ordonnancement d'une économie mondialisée organisée pour le plus grand profit de l'Occident. Le réveil est difficile de constater notre dépendance massive aux usines bon marché, aux matières premières, aux terres rares, aux sources d'énergie venues de l'extérieur. Ainsi, comme le dit Jean-Michel Bezat dans une chronique de janvier 2022, rarement autant de menaces ont pesé sur l'économie mondiale. Tensions géopolitiques, déséquilibre entre l'offre et la demande de matières premières et de composants, goulot d'étranglement dans le transport maritime et les ports, nombre de ressources, pétrole et gaz, cobalt, lithium, nickel, cuivre et terres rares, microprocesseurs et porte-containers sont devenus rares et chers. Tout alimente l'inflation, déstabilise les acteurs économiques et financiers. Et le bras de fer autour de l'Ukraine pourrait bien, en cas d'invasion par la Russie, devenir l'épine dans le pied, la goutte de trop qui pourrait tout emporter. Que valent vraiment les menaces de représailles économiques d'un Occident plus dispersé et aux intérêts plus contradictoires qu'on ne le dit face à l'axe Moscou-Pékin? Nous venons de voir les fragilités économiques et financières de l'Occident, notre dépendance aux ressources extérieures et les délitements du tissu social produits par un niveau indécent d'inégalité. Et l'affrontement, s'il devait se produire, pourrait avoir des effets surprenants. La Chine ou la Russie sont beaucoup plus habitués que nous le sommes à traverser des périodes de difficulté. Pouvons-nous prendre un peu de recul
pour voir que le rapprochement entre la Chine et la Russie est celui de deux grands pays qui ont été fragilisés, humiliés par l'impérialisme occidental, avec de très lourdes conséquences pour leur population. Aujourd'hui, ils ont compris que ce qui fonctionne avec l'Occident, ce sont les rapports de force. Ils disposent de nombreux atouts et ressources, en usent désormais sans état d'âme, et cela pourrait changer la face du monde. D'autant que le même type de résonance gagne également une Afrique qui relève la tête et n'hésite plus à braver les anciennes puissances coloniales. Est-ce que la lutte climatique sortira grandie de tout ça? Certainement pas sur le court terme, et tant que les États-Unis et les riches pays occidentaux s'accrocheront aux privilèges acquis lors de leur passé conquérant et refuseront d'assumer leurs responsabilités dans le réchauffement climatique. Mais il faudra aussi compter avec les colères de la nature, bien plus puissantes que nos querelles d'ego, pour nous obliger à baisser la garde, à renoncer à nos fantasmes de grandeur, nous préoccuper enfin des grands enjeux de l'avenir, le devenir de la planète, des humains et du vivant.